Que feriez-vous si vous visitiez une morgue et découvriez que les morts ne sont peut-être pas vraiment morts? Découvrez ces 4 histoires effrayantes. Je ne suis pas polonais, je suis étranger, vivant depuis quelques années dans une petite ville de Pologne. Je suis venu ici en quête d'une vie plus tranquille, loin des grandes villes, et j'ai fini par travailler à la morgue d'un hôpital local. Ce n'était pas exactement le travail de mes rêves, mais c'était ce que j'avais trouvé. Avec le temps, je me suis habitué à l'ambiance froide et silencieuse, à l'odeur omniprésente des produits de nettoyage et à la présence constante de la mort. La langue, en revanche, a toujours été un défi. Mon polonais était fonctionnel, suffisant pour gérer les tâches du quotidien, mais je n'ai jamais vraiment compris les subtilités de la langue locale. C'est peut-être pour cela que, ce jour-là, j'ai mis du temps à réaliser ce qui se passait. C'était en novembre 2014, et le froid commençait déjà à envahir la ville. L'hôpital, habituellement animé, semblait étrangement calme. Le silence était presque palpable, comme si le bâtiment retenait son souffle. C'était une après-midi de travail ordinaire, jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange dans les couloirs de la morgue. Le personnel était agité, parlant rapidement en polonais. Un mot qu'il répétait m'a profondément troublé. Un mot que je ne m'attendais pas à entendre dans ce contexte. Jiwa, vivante. Je me suis arrêté un instant, essayant de comprendre ce qu'il disait. Je savais que ce mot n'avait pas sa place dans une morgue, où la mort et le silence règnent. Un frisson a parcouru mon dos. Voir les infirmiers paniqués n'était pas normal, surtout ici, où la froideur des corps inertes faisait partie de la routine. Instinctivement, j'ai décidé de les suivre. La curiosité est quelque chose de traître, n'est-ce pas? Elle vous pousse à aller là où vous ne devriez pas être. Et à ce moment-là, elle m'a guidé au fond de la morgue, là où je n'aurais jamais imaginé trouver ce que j'allais découvrir. En ouvrant la lourde porte métallique, une vague de produits chimiques et une température encore plus glaciale m'ont enveloppé. La morgue en elle-même est déjà un endroit troublant. Le bruit de mes pas résonnait contre les murs blancs et lisses. Et puis, je l'ai entendu. Un son. Ce n'était pas fort, mais c'était suffisant pour glacer mon sang. Un gémissement, faible mais humain. Je me suis immédiatement figé. Mes instincts me disaient de partir, de fermer cette porte et d'oublier ce que j'avais entendu. Mais je n'y arrivais pas. Il y avait quelque chose qui clochait. Je me suis approché lentement des tiroirs où les corps étaient conservés. Le son, ce gémissement étouffé, semblait venir de l'un d'eux. Mes mains tremblaient en touchant la poignée froide de métal. En ouvrant le tiroir, je me suis retrouvé face à l'impossible. Une femme, pâle comme la mort, était allongée là. Ses yeux étaient ouverts, et elle respirait. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. La femme avait été déclarée morte 11 heures plus tôt. 11 heures passées dans un tiroir froid. Mon cœur s'est emballé, et pendant un instant, j'ai pensé que c'était une sorte d'hallucination. Que la morgue, avec son atmosphère glaciale et oppressante, jouait avec mon esprit, mais ce n'était pas le cas. Elle était bien là, vivante. Les minutes qui ont suivi sont un flou de médecins et d'infirmiers qui couraient, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Comment pouvait-elle être vivante? La question me martelait la tête. Je ne pouvais détacher mon regard d'elle, cette femme qui était revenue de la mort. L'hôpital était en ébullition, et plus je réfléchissais à la situation, plus la réalité semblait se déformer. L'avais-je vraiment entendu gémir? Ou était-ce mon esprit qui me jouait des tours après des heures passées dans l'environnement morbide de la morgue? Les médecins et les infirmiers s'affairaient autour d'elle, murmurant des choses en polonais que j'avais du mal à saisir. Ce que je comprenais cependant, c'était que tous étaient sous le choc. La femme avait été cliniquement morte pendant plus de 11 heures. Cela n'avait aucun sens. Le froid de la morgue aurait dû arrêter toute fonction vitale restante. Mais elle était là, ses yeux grands ouverts, avec une expression qui frôlait le désespoir. Je me suis éloigné, sentant mon cœur battre à tout rompre, tandis que j'observais la scène.
Cette odeur de formol mélangée au désinfectant, si familière, semblait plus intense. La lumière froide des néons projetait des ombres étranges sur les murs blancs. Tout dans cet endroit semblait déformé, comme si la réalité avait pris une tournure grotesque. Mes mains tremblaient toujours, et je ne pouvais m'empêcher de penser que cela n'était pas seulement une erreur médicale. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui nous échappait. Les murmures entre les infirmiers devenaient de plus en plus tendus. J'ai vu l'un d'eux faire de grands gestes en direction d'un médecin, et j'ai capté des bribes de conversation. Ils discutaient de la manière dont la femme avait été déclarée morte. Le médecin insistait sur le fait que tous les protocoles avaient été suivis et qu'il n'y avait aucune explication à ce qui se passait. C'est alors que j'ai entendu la phrase qui m'a retourné l'estomac. C'était une erreur ou autre chose? Autre chose? Ces mots résonnaient dans mon esprit comme un mantra. C'était comme s'il y avait quelque chose d'invisible dans cette pièce, quelque chose que tout le monde tentait d'ignorer. Personne ne voulait l'admettre, mais la peur était palpable. Je commençais à me demander, sommes-nous vraiment seuls dans la mort? Ou est-ce que, d'une certaine manière, cette femme avait ramené quelque chose avec elle? L'équipe médicale a décidé de la transférer en soins intensifs. Et je l'ai regardée partir, toujours inconsciente, mais vivante. Et puis, quand je pensais que le pire était passé, quelque chose d'étrange s'est produit. Lorsque le brancard a été poussé dans le couloir étroit, la femme a bougé. Tout à coup, ses yeux ont croisé les miens. Pendant une brève seconde, nos regards se sont accrochés. Et ce que j'ai vu m'a glacé jusqu'aux os. Ce n'était pas seulement du désespoir sur son visage. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne peux pas expliquer. Un mélange de peur et de haine, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Et puis, tout à coup, elle a murmuré. Un son faible, presque imperceptible, mais suffisant pour me couper le souffle. Je n'ai pas compris tout ce qu'elle a dit. Mon polonais n'est jamais assez bon pour saisir des mots prononcés de cette manière, mais une phrase était claire. Je ne devrais pas être ici. Mes muscles se sont figés. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. Je ne devrais pas être ici. Que voulait-elle dire par là? Parlait-elle de l'hôpital, de la vie, ou de quelque chose de bien pire? Quelque chose qu'elle avait ramené avec elle, de là où elle se trouvait pendant ces 11 heures. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Personne à l'hôpital ne voulait parler de ce qui s'était passé. La femme a été soignée, mais les médecins n'ont jamais pu expliquer comment elle était revenue à la vie. L'affaire a été étouffée, et tout ce qui restait, c'était le mystère. Mais je n'ai jamais pu oublier ce regard, ni ce qu'elle avait dit. Je me demande encore si elle parlait réellement de l'endroit physique, ou si elle voulait dire qu'elle n'aurait jamais dû revenir de là où elle venait. Peut-être qu'elle avait ramené quelque chose avec elle, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Si je devais résumer cette expérience vécue en 2014 en une seule phrase, ce serait celle-ci. 11 heures dans les limbes, le retour inexpliqué. Cette histoire effrayante vous a fait trembler? Alors, laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Respirez profondément, car nos prochaines histoires seront encore pires. Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici, racontant cette histoire. On dirait l'une de ces histoires qu'on entend, qu'on écoute avec un rire nerveux en pensant « ça ne m'arrivera jamais, mais ça arrive ». Et je suis ici pour dire que ce que nous voyons n'est pas toujours ce qu'il semble. Je m'appelle Julien, mais tout le monde m'appelle Jules. J'ai 34 ans, et par ironie du destin, j'ai passé la plus grande partie de ma vie adulte à travailler à l'endroit où la plupart des gens s'attendent à ne jamais mettre les pieds. Une morgue. L'odeur. Ah, l'odeur est quelque chose que vous n'oubliez jamais. Formaldéhyde, produit de nettoyage puissant, et cette odeur subtile, mais toujours présente, de quelque chose qui est parti depuis longtemps. Peu importe combien vous essayez de vous y habituer, il y a toujours un jour où l'odeur semble plus forte, comme si elle voulait vous rappeler où vous êtes. Et c'est un de ces jours-là que tout a commencé à mal tourner. Ce soir-là, j'étais de garde avec Camille, une collègue toujours de bonne humeur, même là, dans cet environnement morbide.
Elle parvenait à faire des blagues et à décrocher un sourire. Je suppose que c'était sa façon de gérer tout ça. Moi, je restais silencieux, faisant mon travail, essayant de ne pas trop penser à ce qui se passait autour de moi. La morgue se trouvait au sous-sol de l'hôpital, loin du bruit de la vie d'en haut. Silencieux, trop silencieux. Juste le son de nos pas résonnant dans les couloirs vides. Le seul bruit qui troublait l'air était le tic-tac de l'horloge sur le mur, qui semblait plus fort ce soir-là. Camille était sur son téléphone, distraite, pendant que je remplissais quelques rapports. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce que nous entendions. C'était un bruit faible, presque imperceptible. Un grattement venant d'une des salles de stockage. J'ai arrêté d'écrire et j'ai regardé Camille, espérant voir cette expression amusée qu'elle faisait toujours quand elle voulait me jouer un tour. Mais non, elle était sérieuse, et cela m'a figé. « Tu as entendu ça ?» demandai-je, essayant de paraître calme. Elle hocha simplement la tête, le sourire disparaissant de son visage. Quelque chose n'allait pas. « Ça doit être le système de ventilation. Détends-toi, Jules. » Mais sa voix avait un léger tremblement qui me mit encore plus mal à l'aise. Nous avons décidé de vérifier, même si quelque chose en moi criait de ne pas y aller. Nous avons marché jusqu'à la salle de stockage, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Quand nous avons ouvert la porte, l'air glacial nous enveloppa, et cette odeur... Ah, cette odeur caractéristique semblait plus forte que jamais. À l'intérieur, tout était à sa place, ou presque. Un des tiroirs, qui aurait dû être complètement fermé, était légèrement entrouvert. Camille m'a lancé un regard de terreur. « Ce n'est pas possible !» murmurai-je, ne sachant pas vraiment ce qui se passait. J'ai été le premier à m'approcher, mes mains tremblant tenant la poignée du tiroir. Ce grattement bas se répéta, un bruit faible, presque humain, mais impossible. J'ai tiré le tiroir doucement et le bruit du métal contre le métal semblait résonner dans toute la morgue. À l'intérieur du tiroir, un corps, un homme que nous avions reçu plus tôt dans la journée. Mort, du moins, c'est ce qu'il devait être. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient ouverts. Je fis un bond en arrière, heurtant Camille, qui poussa un cri étouffé. L'homme, avec une peau pâle et des lèvres bleutées, nous fixait. Il ne clignait pas, ne bougeait pas, mais ses yeux disaient quelque chose. « Ce n'est pas possible », murmura Camille, déjà avec la voix tremblante. Je me suis à nouveau approché, toujours incrédule face à ce que je voyais. J'ai touché son bras, froid, aussi froid qu'il aurait dû l'être, mais les yeux continuaient à me dévisager. Et puis, tout à coup, il cligna des yeux. C'était rapide, presque imperceptible, mais je l'ai vu, Camille l'a vu, et la panique nous a envahis. Je courus vers le téléphone pour appeler le médecin de garde, mais au fond, je savais que personne ne nous croirait. Quand nous sommes retournés dans la salle, le corps était exactement comme avant, froid et pâle. Mais cette fois, les yeux étaient fermés, sans vie, tout comme cela devait être. La première pensée qui m'est venue à l'esprit fut « Il sera très difficile d'oublier cette expérience ». Et en effet, ce bruit ainsi que la scène elle-même ne quittèrent jamais mon esprit. Dans les semaines qui suivirent, des choses étranges continuèrent à se produire. Des bruits la nuit, des tiroirs qui s'ouvraient tout seuls, et toujours, ce sentiment d'être observé. Camille a demandé une mutation. Moi, je suis resté, mais je n'ai jamais pu oublier ce regard. Le regard de quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, était revenu, même si ce n'était que pour un instant. Aujourd'hui, en racontant cela, je me demande si je reverrai un jour ses yeux, car s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que tous les morts ne sont pas prêts à partir. Que laisse-t-il derrière eux? Ça, mes amis, c'est ce qui me fait le plus peur. Auriez-vous le courage de continuer à travailler dans une morgue après avoir vécu cette expérience? Laissez votre commentaire sur la vidéo. Quand on travaille dans une morgue,
on finit par développer une certaine résistance. Après tout, après 15 ans comme veilleur de nuit, j'ai vu des choses qui empêcheraient la plupart des gens de dormir. L'aile froide de l'hôpital kényan où je travaille est silencieuse comme la mort. À l'exception du léger bruit des ventilateurs et du souffle étouffé des vivants qui se mêlent encore à l'atmosphère, les odeurs mêlées d'éther et de produits de nettoyage persistent dans l'air, si présentes qu'elles semblent s'infiltrer dans chaque pore, devenant presque une seconde peau. Cette nuit de novembre 2014 semblait être une autre de ces nombreuses nuits longues et silencieuses. L'hôpital était particulièrement calme, avec peu de patients et encore moins de mouvements dans les couloirs. Je me souviens que l'air était particulièrement humide, ce genre d'humidité qui colle à la peau et vous donne l'impression que quelque chose ne va pas, même si tout semble normal. J'étais assis dans ma vieille chaise, usée par le temps, une tasse de café tiède à la main, les yeux rivés sur les écrans de sécurité. Juste une nuit de plus. Du moins, c'est ce que je croyais. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit étrange. C'était léger, presque imperceptible, comme un léger grattement. J'ai regardé le moniteur des caméras de sécurité, mais rien ne semblait anormal. Je me suis replongé dans mon café, tentant d'ignorer le frisson qui me parcourait l'échine. Mais le bruit a continué, cette fois un peu plus fort, comme si quelque chose bougeait dans les tiroirs métalliques où reposaient les corps. J'ai déjà vu des choses étranges, mais cette sensation d'inconfort était différente. Lentement, je me suis levé et j'ai marché vers la salle de la morgue. En ouvrant la porte, le froid glacial de la chambre de stockage m'a enveloppé. Mes bottes résonnaient sur le sol carrelé alors que je passais devant les rangées de tiroirs en acier inoxydable. Le bruit s'était arrêté, mais mon cœur battait encore à toute vitesse, peut-être à cause de l'adrénaline qui montait en moi. C'est alors que je l'ai entendu, un faible gémissement venant de l'un des tiroirs. Je me suis approché, hésitant. Ce que j'entendais ne semblait pas réel. Ce n'était pas possible. Mais là encore, ce gémissement. J'ai lentement ouvert le tiroir d'où venait le son, le métal froid grinçant dans le silence sépulcral. Et puis, je l'ai vu. Lui, un homme, kényan, à la peau sombre, enveloppé dans le drap blanc que nous utilisons pour couvrir les corps, ses yeux étaient ouverts, écarquillés de terreur. Une vision qui m'a glacé le sang. « Vous êtes vivant ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Il n'a pas répondu tout de suite, mais ses yeux clignaient et sa respiration était irrégulière. J'ai reculé d'un pas, tout mon corps tremblant. Cet homme avait été déclaré mort par les médecins 15 heures plus tôt. Comment pouvait-il encore respirer? Comment pouvait-il encore être là, à me regarder, comme s'il essayait de me dire quelque chose? J'ai couru jusqu'au téléphone et appelé l'équipe médicale. Ils sont arrivés rapidement et le choc sur leur visage était palpable. L'un des médecins, les yeux écarquillés, a commencé à vérifier les dossiers. Il était certain que cet homme avait été déclaré mort. Que se passait-il ici? L'homme a été transporté d'urgence à l'unité de soins, tandis que je restais là, stupéfait, sans savoir quoi penser. Les médecins murmuraient que ce n'était pas un miracle, mais une erreur grotesque. Mais la vérité, c'est que cela ne ressemblait pas seulement à une erreur. Les heures suivantes ont été floues. L'équipe tentait désespérément d'expliquer comment cet homme avait pu revenir à la vie, mais les explications médicales semblaient insuffisantes. Peut-être qu'il n'était jamais vraiment mort, disaient certains. Peut-être que c'était un de ces cas rares où le corps entre dans un état de dormance extrême. Mais je savais, au fond de moi, qu'il y avait quelque chose de plus dans cette situation. Quelque chose que personne n'était prêt à admettre. J'ai commencé à entendre des rumeurs parmi les employés de l'hôpital, des murmures sur ce qui arrive à ceux qui reviennent de la mort. On disait que certaines personnes ne revenaient pas seules, qu'elles ramenaient quelque chose avec elles. Un silence inconfortable s'était installé dans l'hôpital après l'incident et personne ne voulait parler de ce qui s'était vraiment passé dans cette salle froide. Quelques semaines plus tard,
j'ai appris que l'homme avait été libéré de l'hôpital. Il semblait aller bien, mais je n'ai jamais oublié le regard dans ses yeux, ce mélange de terreur et de désespoir. À ce jour, je me demande ce qu'il a vu pendant ces 15 heures où il était mort. Est-il allé quelque part? Ou a-t-il ramené quelque chose avec lui? Ce qui me fait peur, ce n'est pas le fait qu'il soit revenu, mais ce qu'il a laissé derrière lui. Quelque chose d'invisible, mais présent. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là, mais qui maintenant est bien là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, préparez-vous car notre dernière histoire pourrait vous couper le souffle. Et si vous avez encore le courage de continuer, découvrez notre playlist avec d'autres histoires venues de l'ombre au-delà. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver un jour dans une morgue. Je suis une personne ordinaire qui, jusqu'à cette nuit-là, menait une vie tranquille. Mais quand j'ai appris la mort subite de mon oncle, j'ai été appelé pour reconnaître le corps. Je ne voulais pas y aller. Mais il n'y avait plus personne pour accomplir cette tâche douloureuse. La morgue était située dans une aile isolée de l'hôpital, loin de toute activité. Dès que je sortis de l'ascenseur, j'ai remarqué la différence. L'environnement changeait complètement. Les bruits venant de l'étage au-dessus, des machines et des personnes marchant semblaient s'éloigner, comme si nous entrions dans un autre monde. Le couloir était long et mal éclairé. Les murs blancs et vides reflétaient une lumière froide, créant une sensation oppressante. Tout semblait arrêté, comme si le temps s'était ralenti. Le silence était presque insupportable. C'était un silence qui ne vous mettait pas à l'aise, qui faisait battre le cœur plus vite, parce que vous attendiez que quelque chose, n'importe quoi, se passe. Seul le bruit de mes propres pas résonnait, accompagné des pas fermes de l'employé, qui me guidait sans dire un mot. Cet homme ne me regardait pas et ne fournissait aucune explication. Son expression était fermée, comme si son travail avait déjà effacé tout vestige d'empathie. Je le suivis, sans savoir si ce que je ressentais était de la peur de ce que je trouverais, ou simplement de l'angoisse face à l'environnement. À chaque pas, l'air semblait plus dense, presque difficile à respirer. Les murs, faits de béton froid, absorbaient le peu de son qui restait, rendant l'endroit encore plus claustrophobe. Au fur et à mesure que nous avancions, l'odeur forte de produits chimiques et de formol commença à imprégner l'air, une odeur si persistante qu'elle semblait se coller à ma peau. J'ai fermé le col de mon manteau pour essayer d'atténuer la sensation, mais l'odeur était tenace, comme si elle voulait marquer ce moment dans ma mémoire pour toujours. Finalement, nous sommes arrivés dans une petite salle glaciale, où l'employé m'a demandé d'attendre pendant qu'il préparait le corps. Les lumières fluorescentes brillaient d'une manière inconfortable, projetant de longues ombres déformées sur les murs. C'était un espace simple, avec une série de tiroirs métalliques le long des murs, chacun contenant le corps de quelqu'un qui, il n'y a pas si longtemps, était encore en vie. Je m'assis sur une chaise en plastique dans un coin de la pièce, sentant le froid du métal et du sol traverser mon corps. Le silence était si épais que, pendant un instant, je pensais pouvoir entendre mon propre cœur battre. Pendant que j'attendais, essayant de contrôler mes pensées et l'anxiété croissante, j'entendis quelque chose. Un bruit faible, presque imperceptible. Au début, je pensais que c'était juste le bourdonnement des lampes. Peut-être un bruit venant de loin. Mais il est vite devenu clair que ce n'était rien de tout cela. Un murmure, bas, étouffé, mais indéniable. Je regardais autour de moi, confuse. L'employé était de dos, encore occupé, et le reste de la salle restait vide. Le murmure semblait provenir d'un endroit entre les tiroirs, et sans vouloir, je fus prise par la curiosité et une étrange impulsion de découvrir ce qui se passait. Mon corps agissait par instinct, presque comme si je n'étais plus en contrôle. Je me levais lentement, mes pieds faisant le moins de bruit possible sur le sol froid, et je me dirigeais vers l'origine de ce son. C'est alors que je réalisais que le murmure semblait venir de l'un des tiroirs au fond de la pièce. Je m'approchais, hésitante, sentant le froid augmenter à mesure que je me rapprochais. L'air autour de ce tiroir était plus glacial, comme si toute la température ambiante était aspirée en ce point.
Lorsque j'ai touché le métal, ma peau s'est hérissée. Quelque chose était profondément dérangeant. En ouvrant le tiroir, ce que je vis n'était pas un corps, mais le vide le plus perturbant que j'ai jamais vécu. Et ce vide, d'une manière ou d'une autre, semblait vivant. Un instant, j'ai pensé que mon esprit était confus par la nouvelle expérience, mais je suis convaincu de ce que j'ai entendu. Et pire encore, je sais ce que j'ai vu. Le tiroir était vide. Le choc me paralysa. Je restais là, fixant le vide, incapable de comprendre ce qui se passait. Je regardais autour de moi, confuse. Où était le corps? Soudain, le murmure devint plus fort, plus net, comme s'il était dans ma tête. Et je ressentis une vague de panique croissante. Alors que j'allais appeler l'employé, il se retourna brusquement, le visage pâle. « Fermez cela immédiatement !» Il se précipita vers moi, poussant le tiroir avec une force désespérée. « Vous ne deviez pas ouvrir cela ?» « Mais il était vide, » murmurai-je, incapable de comprendre ce qu'il disait. Il me regarda avec un mélange de peur et quelque chose d'autre, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Croyez-moi, il n'était pas vide, pas plus. Mon cœur battait si vite que je pensais que j'allais m'évanouir. Il refusa de m'expliquer davantage, me demanda seulement de quitter la pièce, en disant que je verrais bientôt le corps de mon oncle. Je sortis en titubant, avec le son de ce murmure encore résonnant dans mes oreilles. Que venait-il de se passer? Je ne savais pas, je savais juste que quelque chose était profondément faux dans cette morgue. Quelques minutes plus tard, on m'appela pour voir enfin mon oncle. Lorsque l'employé retira le drap, mon cœur s'arrêta un instant. Là, allongé, se trouvait mon oncle, avec la peau pâle et froide, les yeux fermés, une expression tranquille. Le choc de la situation précédente était encore frais dans mon esprit, et cela ne faisait qu'aggraver ma terreur. Je fus obligé de regarder une dernière fois le visage sans vie de mon oncle. Alors que je fixais ce corps, la peur de la mort et le souvenir de ce qui s'était passé peu avant se mêlaient en moi, me suffoquant. Je n'oublierai jamais la sensation de le regarder, sachant que quelque chose de bien au-delà de la mort s'était manifesté dans cette morgue. Aujourd'hui encore, lorsque je pense à cette nuit, un frisson parcourt mon dos. Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé avec ce tiroir, ou si le murmure que j'ai entendu était réel, mais ce que je sais, c'est que je suis sorti de là profondément changé. La morgue n'était pas simplement un lieu de corps sans vie. C'était un lieu où les vivants et les morts semblent se mêler de façon que je ne comprendrai jamais. Prêt à plonger dans les mystères les plus inquiétants? Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos histoires troublantes. Avez-vous une histoire effrayante à partager? Envoyez-la nous par email en toute confidentialité. Rejoignez notre communauté audacieuse et préparez-vous à des frissons qui vous garderont éveillés.